RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons parler de l'accès aux soins, du renoncement de l'accès à ces soins, des droits aussi pour les usagers. On va aborder ces thèmes-là, et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Carrier, qui est infirmier au service de prévention et d'éducation pour la santé à Toul. Philippe Carrier, comment allez-vous ? Bonjour Lionel, bonjour aux auditeurs, auditrices. Ça va bien, on va pouvoir développer tous ces sujets ensemble. On aura toute une heure pour aller en profondeur, expliquer un peu les tenants, les aboutissants. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir pour la première fois à ce micro Dominique Gerst, qui est chargé de mission accompagnement santé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Comment allez-vous ? Bonjour Lionel, écoutez, ça va très bien. Donc je vous remercie de nous avoir accueillis pour parler de ces problématiques qui sont quand même récurrentes et dont les assurés et les auditeurs et auditrices n'ont pas connaissance. Alors, avant toute chose, nous allons commencer par une petite page musicale avec une artiste qui parle de prendre soin. Le morceau s'appelle « Prends soin de toi » et c'est Emma Peters. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les règles, je ne respecte pas les thèmes. Je souhaite la mort au port, je reviens de l'aéroport. Les tantes, ils veulent me jeter des sorts, même si t'es vegan. Je t'invite à manger tes morts, je t'invite à manger tes morts. J'ai du bon taga dans ma tabatière. Je suis dans le RS4, y a pas de marche arrière. La fumée s'échappe de la vitre arrière. Soit t'es avec nous, soit tu niques ta mère. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, je voulais pas que tu t'en ailles. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, je voulais pas que tu t'en ailles. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. J'ai passé ma vie à traîner dehors, être posté en bas. Je suis dans le sale, raconte pas ton dos. Je suis pas ostéopathe, j'ai perdu le nord. J'ai fait tout ce que maman voulait pas que je fasse. Et je m'endors sur une ou deux, trois liasses, sur une ou deux, trois tasses. Et je pourrais juste te le montrer, je pourrais pas te le dire. Moi, j'ai tellement peur de celui que je suis en train de devenir. Et je m'en bats les couilles de l'eau qui dort. Je me méfie des impôts. Si tu connais pas toute ta famille, c'est que t'es encore pauvre. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, je voulais pas que tu t'en ailles. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respecte pas les thèmes, je ne respecte pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, je voulais pas que tu t'en ailles. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je suis pas raisonnable, parfois j'hallucine. J'allume un négro puis j'allume une diptyque. Je suis pas raisonnable, parfois j'hallucine. J'allume un négro puis j'allume une diptyque. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 pour parler du renoncement de l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès à ses droits. Et on va parler aussi de la PASS, permanence d'accès aux soins de santé. Qu'est-ce que c'est que la PASS, Philippe Carrier? Alors la PASS, comme on l'appelle, c'est donc comme son nom l'indique, c'est une permanence d'accès aux soins de santé. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de sécu et ou pas de mutuelle peuvent s'adresser à nous
à la PAS. Ils y rencontreront un médecin généraliste. Ils y rencontreront une assistante sociale pour les aider à acquérir leurs droits, faire les démarches. Ils y rencontreront un infirmier. Ils y rencontreront une secrétaire. Et tous ces personnels vont tout mettre en œuvre. Alors, en tout cas, pour la partie médicale, on fait un point, un bilan de santé, voir les problèmes, les pathologies qui peuvent être sous-jacentes. C'est un médecin généraliste classique et il est orienté après sur l'assistante sociale qui fait le point et pour collationner tous les documents nécessaires pour l'accès. Donc vous êtes un centre d'accueil et d'information, d'orientation aussi pour les patients. Effectivement, en fonction des pathologies ou de ce qu'on peut trouver, ce que le médecin peut trouver, on a après tout un arsenal entre guillemets de prise en charge médicale. Alors, il faut savoir que ça reste quand même des soins de base, où les médicaments aussi sont délivrés gratuitement. Ça, il faut le souligner, c'est très important. Les gens viennent, ils n'ont rien à débourser, bien sûr, et donc en fonction des pathologies, on peut les orienter sur des spécialisations médicales sur l'établissement. En général, les PAS sont rattachés à un hôpital, donc on peut avoir accès directement via un budget qui nous est alloué pour la prise en charge de ces patients. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de renoncement d'accès aux droits et d'accès aux soins? Est-ce que quelqu'un qui dit j'ai mal à la tête, je ne vais pas chez le médecin pour me faire prescrire un Doliprane, est-ce qu'il est déjà là dans un acte de renoncement à ses droits et de renoncement aux soins, ou est-ce qu'il s'agit de cas un peu plus pas plus sérieux, mais plus profonds, dans le sens où c'est quelqu'un qui accumule les renoncements, qui ne va jamais consulter le médecin? À quel moment, quelle est la frontière pour définir ça? Effectivement, quand vous parlez de quelqu'un qui a mal à la tête, qui veut pas acheter une boîte de Doliprane puisqu'il ne peut pas, il n'a pas les moyens, on peut considérer déjà que c'est un renoncement aux soins, puisque de ce fait va découler aussi d'autres renoncements. Donc parfois, c'est souvent par méconnaissance de ses droits, l'accès aux droits. Donc nous, on a la MISAS, la mission accompagnement santé. On est un service facilitateur pour justement aider ces gens à avoir leurs droits, à acquérir leurs droits en fonction de leur statut. Puisque vous savez qu'il faut une certaine régularité sur le territoire français. Enfin, je ne vais pas développer, mais bon. Donc, nous, on est là pour les accompagner, justement. Donc, c'est souvent l'accueil qui nous fait des signalements comme ça, ou nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires avec qui on a des conventions. Et suite à ça, nous, on rappelle les assurés, sachant que les assurés, quand on les rappelle, ils ont toujours le même interlocuteur. C'est-à-dire qu'ils seront... Si c'est moi qui les accompagne ou un de mes collègues, par exemple, je vais dire Monsieur X, c'est Monsieur X qui va les accompagner tout au long jusqu'à temps qu'il réalise ses soins et que ses droits soient régularisés. Comment vous les repérez, ces personnes-là qui refusent ou qui renoncent tout simplement d'accéder à leurs droits? Ils refusent pas, c'est souvent la méconnaissance, parce que on sait bien que remplir souvent l'administratif est très compliqué. Vous avez des gens, sans vouloir stigmatiser, mais bon, il y a la barrière de la langue parfois, ou des gens qui n'ont pas, qui ne comprennent pas forcément la tournure des phrases et ce qu'on leur demande. Donc, nous, on est là justement pour les aider à compléter ces dossiers. Mais c'est pas qu'ils refusent d'avoir des droits, c'est parce qu'ils connaissent pas auxquels ils peuvent avoir droit, justement. Donc le renoncement des droits, quand on parle de renoncement des droits, on parle plutôt de personnes qui sont en manque d'information. En manque d'information. Vous avez aussi bien la population peut être aussi des personnes précaires ou même des retraités, puisqu'à l'heure actuelle, on se rend compte que les retraités, malheureusement, de plus en plus ont des difficultés. Et plus on avance dans l'âge, on sait que par exemple, pour les mutuelles, c'est très onéreux. Plus on est en âge, on est susceptible de développer des pathologies beaucoup plus importantes. Donc, et ils ne savent pas parfois ils peuvent avoir la complémentaire santé solidaire, gratuite ou participative, qui est l'ancienne CMUC, puisque on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les sigles changent beaucoup. Ça aussi, c'est une difficulté, ça, le changement des noms dans les sigles, tout ça. Oui. Est-ce que ça participe à ce renoncement d'accès aux droits et aux soins? Bien sûr, oui, tout à fait. Philippe Carrier. Oui, effectivement, il y a les sigles et souvent on les repère, c'est les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale ou de mutuelle on les repère quelquefois tout bêtement, c'est un accident.
Les gens arrivent aux urgences, ils sont bien entendu pris en charge, hein, mais là on s'aperçoit que quand on fait une interrogation de droit, ils ne les ont pas. Et ce qu'il faut rappeler aux auditrices et aux auditeurs, c'est que dans le dispositif des PASS, des permanences d'accès aux soins de santé, c'est de la médecine générale. S'il y a besoin d'une intervention chirurgicale, alors évidemment, si elle n'est pas urgente, on attend le temps que les personnes recouvrent leurs droits parce que c'est pas pris en charge. Sauf urgence, bien entendu. Donc il faut savoir que, je donne un exemple, une journée d'hospitalisation en médecine ou en chirurgie, c'est 800 € par jour. Par jour. C'est très onéreux. C'est très onéreux. Alors, on imagine, on va arrondir, on fait 10 jours d'hospitalisation, c'est 8 000 €, 8 000 € à la charge de la personne. Et je le dis souvent, quand ils reçoivent la facture, ils sont vraiment dans la détresse. Et je dis souvent aussi, quelle est la banque la banque des établissements hospitaliers? C'est le Trésor public. Le Trésor public, il récupérera l'argent, quoi qu'il arrive. Et il fera ce qu'il faut, mais il va le récupérer. Il mettra le temps qu'il faut, mais il va le récupérer. C'est pour ça que c'est important de repérer les gens qui sont dans la difficulté. Alors quand ça arrive, souvent on a des gens qui sont assez éloignés de tous les systèmes et du coup on les repère quand il y a un accident. Sinon nous avons d'autres moyens de les repérer. C'est par nos partenaires. Je pense notamment, j'en ai un qui me vient à la tête, c'est l'ARS, qui est sur Nancy et qui s'occupe de foyers et donc eux s'occupent de la prise en charge pour recouvrer les droits et quand il y a un souci médical, ils nous les adressent pour la prise en charge. Et alors, ça, ils sont repérés comme ça. On va développer sur la prise en charge, comment ça se passe concrètement. Il y a aussi l'aspect de renoncer aux soins à cause du coût. On parlait du fait que se faire hospitaliser quand on n'a pas de mutuelle, ça peut être onéreux. Il y a parfois le coût aussi qui est un frein, Dominique Gerst. Oui, financier, effectivement. Ça peut être aussi pour des soins dentaires ou de l'optique. Bon, maintenant, on a quand même... Ce sont les premiers soins touchés par les renoncements. Alors maintenant, ça diminue puisqu'on a mis, il y a le 100% santé qui a été mis en place qui permet quand même aux gens de se soigner, heureusement. Donc maintenant, on peut avoir de l'optique, du dentaire. Alors le dentaire, tout n'est pas encore, mais bon, ça va à partir de 2023, ça va se faire. Mais les prothèses auditives aussi, maintenant, qui sont dans le 100% santé, qui coûtaient énormément. C'était un budget énorme. Même si vous aviez une mutuelle, la mutuelle ne remboursait pas tout. Donc maintenant, les gens peuvent être appareillés et c'est quand même un bien qui a été mis en place. Je veux dire, ça, c'est important. Mais il reste toujours quand même des freins financiers parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours prises en charge par les mutuelles aussi. Quand on a une mutuelle, tout n'est pas pris en charge. Et à ce moment-là, nous, par le biais, quand on est dans les accompagnements que l'on fait, on peut mettre en place, sous certaines conditions, des aides financières avec les prestations extra-légales. Donc, on monte un dossier qu'on fait passer devant une commission et à ce moment-là, on peut aider la personne en fonction du reste à charge. Il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le point des déserts médicaux. Quand on parle avec certains anciens, ils disent que quand ils étaient petits, le médecin venait à la maison, les soigner et puis l'après-midi seulement recevait en consultation du monde et puis le médecin avait plutôt bonne réputation, il était connu des personnes locales et puis il était bien payé, ce qui peut-être jouait aussi dans la façon de faire. Mais est-ce que ça c'est ce problème-là des déserts médicaux, de zones qui manquent cruellement de médecins, ça joue dans le renoncement? Ah oui, c'est une grosse difficulté à l'heure actuelle. On a des secteurs comme sur le PIO, Longwy, ou sur le secteur de Blamont, Ciré-sur-Vesouse, où ça devient compliqué de trouver, ou même maintenant, récemment, on découvre que sur des secteurs comme Écourt, Jarville, Vendeuvre, pourtant, qui sont... on a du mal à trouver des médecins traitants, effectivement. Et des médecins traitants qui se déplacent, alors là, c'est beaucoup plus difficile aussi. C'est très, très difficile, oui. Il y a de moins en moins de médecins par rapport à l'évolution de la population. Ou est-ce que c'est juste que les médecins se concentrent plus dans des zones un peu plus urbaines? Il y a une espèce de gentrification à ce niveau-là. Il y a quelques mois, là, il y a un ancien ministre qui
qui était revenu sur le numerus clausus, hein, c'est-à-dire que c'est un numerus clausus pour les auditrices et les auditeurs, c'est un nombre de personnes maximum qui rentrent à la faculté de médecine. Donc ce numerus clausus dans les années 90, il a été diminué. Sauf que est-ce qu'on sait pour quelle raison? Financière, très certainement, et puis peut-être avec surtout c'était un manque d'anticipation de l'augmentation de la population, de l'augmentation de la vie en général, et puis le vieillissement de la population. Donc ça, ce sont des éléments, des facteurs qui sont déterminants, et ça a été, il l'a reconnu lui-même, ça a mal été anticipé. Mais un médecin, c'est 10 ans. C'est 10 années d'études. Quand vous limitez un numerus clausus, vous savez que tant de médecins vont sortir au bout de 10 ans, s'ils n'ont pas abandonné entre-temps. La moyenne d'âge des médecins en France est autour de 55 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, tout ça n'a pas été anticipé. Alors, c'est vrai que récemment, le gouvernement précédent avait dit bon voilà, on va réaugmenter ce numerus clausus. Oui, c'est très bien, mais c'est dans 10 ans qu'on va en avoir les effets. Et c'est comme les infirmières, on va embaucher 10 000 infirmières en 3 ans. Oui, mais une infirmière, c'est 3 ans de formation plus celle qui parlerait, etc. Donc alors qu'on en a besoin maintenant. Alors qu'on en a besoin à l'instant T maintenant. Ça devient très compliqué. Plus les spécialistes. Hein. Parce que les pneumologues, c'est compliqué. Pédiatres, les pédiatres, c'est compliqué. Les ophtalmos, on n'en parle pas. Les dermatos arrivent. Denrées rares, oui. C'est très ça va très être compliqué dans les années à venir, effectivement. Alors prendre soin, c'est toute une affaire. Et Nina Simone parle de Take Care of Business dans le morceau qu'on va écouter tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter Nina Simone avec Take Care of Business et on est là pour parler du renoncement à l'accès aux droits, aux accès aux soins avec Philippe Carrier qui est au service de prévention et d'éducation pour la santé, qui est infirmier donc à Toul, et Dominique Gerst qui est chargé de mission d'accompagnement de santé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Alors, concernant les publics qui renoncent aux soins, est-ce qu'on peut cartographier? Est-ce que ça concerne un peu plus les hommes que les femmes? Est-ce que ça concerne un peu plus les jeunes adolescents, par exemple adolescents, ou les personnes âgées? Est-ce que ça concerne les personnes qui habitent en centre-ville, en campagne, en banlieue, en zone périphérique? Est-ce qu'il y a des profils types ou pas vraiment? Alors, au début, il y avait des profils types. Des gens qui étaient un peu excentrés de la ville ou en précarité, donc au niveau emploi. Et puis donc effectivement la zone géographique était aussi importante. Mais maintenant on se rend compte que plus on avance dans le temps, plus en fait toutes les personnes sont concernées. Alors par cette problématique. C'est plus des hommes, des femmes ou globalement, les femmes seules. Les femmes seules, oui. Les monoparentales, souvent. Donc, mais il y a des hommes aussi, et on se rend compte aussi, même un public auquel on s'attendait pas aussi, c'est les travailleurs indépendants. J'ai vu un chef d'entreprise. Oui, ça paraît un paradoxe, mais on se rend compte que les travailleurs indépendants sont une population aussi qui ne se soigne pas ou se soigne mal parce qu'ils prennent pas le temps. Comment ça s'explique? Tout simplement parce qu'ils ont une entreprise à faire vivre et des employés, et du coup ils prennent pas le temps. Si eux ils travaillent pas, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de devis qui est fait pour avoir des chantiers, donc ça devient compliqué pour eux. Et en fait c'est une population qui ne prend pas le temps de se soigner et qui parfois ont une santé qui se dégrade suite à ce manque de temps pour eux. Donc prenons l'exemple d'un auto-entrepreneur, par exemple, qui, par définition, n'aura pas de période de chômage. Donc, il va avoir plus tendance à peut-être renoncer aux soins par rapport à quelqu'un de salarié qui se dit, bon, je me mets en arrêt maladie. Bien sûr. Donc, la personne auto-entrepreneuse va se dire, bon, c'est pas grave, je vais travailler, continuer comme ça. J'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. Si je m'arrête, l'entreprise s'arrête. Et il peut pas se le permettre. Surtout, souvent, moi, je l'ai déjà vu, ils disent, mais moi, si je m'arrête, qui va donner à manger à ceux que j'ai employés? Ils ont ça en tête. Les patrons sont pas tous pourris, heureusement bien sûr, loin de là. Et c'est leur principale préoccupation. c'est la préoccupation, c'est
qu'est-ce que vont devenir mes employés si moi je m'arrête? Et il n'y a rien pour les protéger au niveau santé. Ça évolue, mais bon, et puis un chef d'entreprise, c'est une mentalité, quoi. Oui. Je veux dire, pour lui, c'est lui le pilier, et si le pilier s'effondre, tout le reste va s'effondrer. Donc, faut que ça évolue, mais bon, ça va prendre du temps. Mais c'est une population qui renonce souvent aux soins. Ça rejoint un peu cette doxa qui tend à penser que la santé, c'est juste l'absence de maladie. Voilà, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que être en bonne santé, qu'est-ce qu'être en bonne santé? Ce n'est pas que l'absence de maladie, ça va beaucoup plus loin la définition de l'OMS. Et puis je rebondis rapidement aussi, souvent les jeunes, ils sont en bonne santé. Un jeune va rarement chez le médecin, donc ils se soucient très peu de leur santé. Et d'ailleurs, quel que soit même l'âge, quand on est dans une situation de précarité, la priorité des priorités, c'est manger, c'est avoir un toit, et c'est pouvoir se laver, enfin au moins avoir le minimum, l'hygiène. La santé, ça passe après. C'est pas la priorité chez eux. Y compris la santé mentale. Et y compris la santé. Et surtout, c'est là où je voulais en venir aussi, la santé mentale, qui est très importante. On s'en est rendu compte avec les étudiants pendant le Covid. Je veux dire, quand on était en confinement, où ils avaient un mal-être et puis ils avaient des problématiques aussi pour se nourrir, parce que souvent les étudiants ils travaillent pour avoir leur logement, avoir quelque chose, quoi. Donc et en même temps ils font leurs études. Donc ces jeunes ont été très mal aussi pendant cette période-là, et ça continue parce que je pense il y a encore des séquelles de tout ça. On n'est pas sorti de tout ce malheureusement. Et tant qu'on est sur ce volet Covid, on va ouvrir cette parenthèse-là. Quel a été l'impact de la crise Covid dans cette question de renoncement à l'accès aux soins? Quel rôle a joué le Covid là-dedans? C'était très difficile déjà d'avoir des rendez-vous avec un professionnel de santé. Et à la sortie du Covid, il y avait des assurés, enfin des personnes qui avaient du mal à retourner à l'extérieur aussi. Il y avait un peu cette phobie d'être susceptible d'attraper le virus, puisqu'on se rendait bien compte que aux informations nous montraient des gens qui étaient en soins intensifs, et donc je veux dire avec des grosses séquelles aussi après. Donc c'est vrai qu'il y avait cette méfiance et cette peur. Donc avant de pouvoir ressortir, nous on l'a vu. Parce que pendant le confinement, on avait continué un petit peu à appeler nos assurés quand même, parce que pour les rassurer déjà, de dire on est toujours là, et même après on sera encore là pour vous accompagner. Mais on voyait bien que les gens avaient quand même la peur de retourner, de dire faut que je reprenne un rendez-vous, ça m'oblige à sortir, à prendre parfois les transports en commun, qui sont un peu des fois surchargés, donc la peur mais bon après donc nous on a pu progressivement les ramener à se faire soigner, mais ça a été compliqué. Puis les professionnels de santé n'avaient pas de place, parce qu'au départ regardez, prendre un rendez-vous chez le dentiste, mais c'était hyper compliqué, je veux dire, c'était des délais de 6 mois. Donc et pourtant un dentiste, on pense que ça peut être dans 1 mois, mais là c'était des délais très importants, parce que il y avait des protocoles aussi sanitaires pour eux qui étaient importants à chaque patient qui venait. Donc de ce fait, ils pouvaient pas se permettre de prendre autant de personnes qu'ils prenaient habituellement. Philippe Carrier, le Covid à la passe, à la permanence d'accès aux soins de santé. Alors c'est pas compliqué. Le docteur Monteau, donc qui est responsable de la permanence d'accès aux soins de santé sur Toul, voit en rendez-vous les mardis après-midi. Il voit en général 7-8 personnes. Alors ça peut paraître peu, mais à chaque fois c'est 30 minutes de rendez-vous, parce que souvent il y a la barrière de la langue et des difficultés comme ça. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc il faut du temps. On peut pas régler ça en 10 minutes, surtout quand on connaît pas le patient. Et il faut l'interroger, il faut comprendre, il faut analyser, et puis il faut pas se louper. Donc on est passé de 7 à 8 patients quand la Covid est arrivée à 0. Mais quand je disais, alors pourtant on a continué, on s'est signalé, on dit la passe continue de fonctionner, on accueillera les gens, il y a aucun souci. On a vu des gens qu'on suivait pour des maladies chroniques, comme le diabète par exemple, on ne les a pas vus pendant plusieurs mois. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se soigner, parce que c'est des gens qui avaient pas de moyens, c'est des gens qui avaient pas de sécu, qui avaient pas de mutuelle, et s'il y a pas d'ordonnance en plus,
vous pouvez pas acheter le nécessaire pour le diabète, tous les médicaments nécessaires, tous les soins. Donc je ne sais pas comment ces gens ont fait. On les a pas revus pendant toute la période. Ça, c'est ce qui vous a marqué pendant cette période, c'est les personnes qui se sont absentées. Oui, parce qu'on les a laissés sur le bord de la route. Alors je dis pas on a fait tout ce qu'il fallait, mais avec la période était compliquée et ça a été difficile à gérer pour nous psychologiquement. Ça a été compliqué. On va refermer cette parenthèse Covid. On parlait de barrières de la langue. Dans les types de publics que vous recevez, que ce soit à la CPAM, que ce soit à la PAS, il y a parfois des personnes migrantes, des personnes primo-arrivantes, comme on les appelle. Plus récemment, la crise ukrainienne aussi a apporté son lot dans cette affaire-là. Comment ça se passe pour ces personnes-là qui arrivent avec un nouveau système? Peut-être faut leur expliquer qu'est-ce que c'est que comment fonctionne la mutuelle ici, comment fonctionne la Sécu, ou alors est-ce que c'est plutôt sommaire, vous vous chargez juste de leur donner les informations les plus élémentaires concernant leur santé, leur protection et leurs droits? Dominique Gerst. Alors, pour les étrangers, en général, on leur explique quand même. On essaie de trouver un collègue qui peut... Parce que souvent, il y a des étrangers qui parlent l'anglais, quand même, heureusement. Moi, j'ai pas cette chance, malheureusement. Vous avez des collègues qui parlent anglais aussi. Voilà, et donc avec un collègue, on peut donc leur expliquer un peu le système, le fonctionnement des soins. Et en général, ça se passe bien. Souvent aussi, on peut les orienter vers des assistantes sociales, des travailleurs sociaux. Pour justement, parce que derrière, il n'y a pas que l'accès aux droits et aux soins. Souvent, derrière, il y a aussi l'accès au logement, pour les enfants. Donc, on peut les orienter vers des assistantes sociales ou des travailleurs sociaux qui, après, vont les prendre en charge. Donc, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Pour la population ukrainienne, parce que vous en avez parlé, la Caisse avait fait donc des permanences avec des personnes qui parlaient ukrainien, justement, des traducteurs. Des traducteurs, merci. Et du coup, ça a permis, et donc on a pu leur ouvrir leurs droits à la Sécu, et donc ils peuvent se faire soigner. Et on leur a expliqué comment fonctionnait le système français. Oui, c'est bien rodé, parce que nous, comment ça se passe concrètement? Donc dans le secteur, c'est Arelia qui gère l'arrivée de ces personnes. Donc elles arrivent dans des foyers. Alors il y en a plusieurs. Il y a l'ancien centre de formation des apprentis à Toul. Il y a à Neuve-Maison, il y en a un. Il y a Velay-en-Haye, il y a Sion. Enfin voilà, il y en a un petit peu partout sur le territoire. D'ailleurs, entre parenthèses, pour information, la Meurthe-et-Moselle, il y a entre guillemets, pas un quota, mais chaque département doit accueillir au minimum temps, et la Meurthe-et-Moselle a fait mieux. On en a plus que certains départements. Et donc, une fois qu'ils sont là-bas, donc Arelia, en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie et la préfecture, ouvre les droits, mais c'est instantané. Enfin, je veux dire, c'est très très bien fait, c'est très bien rodé. Une fois qu'ils sont dans le foyer, nous on fait tout ce qui est dépistage, c'est-à-dire le dépistage notamment pour la tuberculose, ça se traduit par une radio pulmonaire. Donc ça, c'est très bien organisé, on voit tout le monde. On fait une petite visite médicale également pour la mise à jour des vaccins. Alors s'ils sont pas à jour, on les met à jour, c'est une proposition, on en discute. Et effectivement, on a aussi les dépistages sur les Cégides, les infections sexuellement transmissibles, pour les hépatites notamment. Donc ça, on peut proposer des prises de sang, etc. Et du coup, comme les droits sont déjà ouverts très rapidement, ça va très très vite. Je veux dire, ils vont dans n'importe quel laboratoire, ils peuvent aller chercher des médicaments en pharmacie. Voilà, c'est quand même très bien rodé, ça marche plutôt bien, il faut le souligner. Non, mais il faut le dire. On dit souvent, quand ça va pas, on le dit, mais quand ça va bien, il faut le dire aussi. C'est plutôt bien rodé et on s'en sort pas trop mal finalement. Et du coup, voilà, il y a quand même cette prise en charge globale. Donc à Toul, on a la chance d'avoir ça: la permanence d'accès aux soins de santé, le centre de vaccination, le centre de lutte antituberculeux et le centre gratuit de dépistage des IST. Un service, 4 services en fait. C'est tout ça qui est regroupé et on est
hyper efficace, pas pour nous lancer des fleurs, mais en tout cas voilà, on peut voir le patient dans sa globalité et ça c'est important. Et on a la chance aussi d'avoir des traducteurs qui nous aident et éventuellement, alors ça c'est via les passes aussi. Il y en a une aussi à Centrale, l'hôpital central de Passes, à Nancy. À Nancy. Donc on a la possibilité de contacter des traducteurs par téléphone. On a des codes. Alors on fait très attention parce que c'est assez onéreux. On essaye de faire un maximum par nous-mêmes. Alors, on parlait de l'anglais, effectivement. Le docteur Monteau parle aussi l'allemand. Voilà, on essaye de se débrouiller. Et quelquefois, les gestes, et puis Google Trad, sans faire de fausses pubs, qui fonctionnent pas si mal que ça. Il y a quelques années, c'était catastrophique, mais ils ont fait quand même beaucoup de progrès. Ça marche bien. En tout cas, tout ça pour rendre la vie un peu plus facile, oui. À ces primo-arrivants. Et facile, ça tombe bien, c'est le titre du morceau de Camélia Jordana qu'on écoute. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Camélia Jordana Facile. Et aujourd'hui, on parle du renoncement à l'accès aux soins et au droit à la santé avec Philippe Carrier, qui est infirmier au service de prévention et d'éducation pour la santé à Toul, et Dominique Gers, qui est chargé de mission d'accompagnement de santé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Il y a aussi des personnes dont on ne parle pas assez, à mon goût, ce sont les personnes en situation de handicap. Qu'en est-il concernant le renoncement de l'accès aux soins pour ces personnes ? Le problème, la problématique souvent de ces personnes, c'est le transport, qui reste un gros souci, parce que quand elles sont en situation de handicap, souvent prendre les transports en commun, c'est pas possible, et trouver un mode de transport remboursable ou à moindre frais, ça reste très compliqué pour elles. Donc souvent, ces personnes-là, on essaie de trouver, comme sur Toul, où il y a un système de sortir plus, mais c'est plus adapté pour les gens de plus de 75 ans, si je me trompe pas. C'est ça. Oui. Mais autrement, on essaie de trouver, soit par le biais d'aides financières, de financer ces transports pour aller au moins à des rendez-vous type à l'hôpital ou même chez le dentiste ou chez un kiné. On essaie de trouver, parce que c'est vrai qu'autrement, si elles n'ont personne dans leur entourage qui peuvent les emmener, ça reste compliqué. Et vous avez des informations qui vous remontent à ce niveau-là de personnes en situation de handicap qui, à un moment donné, sont un peu dans l'impasse, quoi. Oui, souvent les assistantes sociales des CCAS, comme elles sont au plus près du public, nous font des signalements, nous envoient un signalement en disant, voilà, telle personne doit se rendre chez le pneumologue, mais elle ne peut pas. Comment elle fait ? Donc nous, à ce moment-là, on intervient et on essaie d'étudier les possibilités qu'on peut mettre en place avec l'assuré. Du côté du Toulois, Philippe Carrier, est-ce qu'on rencontre aussi ces problèmes-là ? Est-ce que vous aussi, vous avez des remontées d'informations concernant les personnes en situation de handicap ? Est-ce que vous en recevez régulièrement à la passe? Alors à la passe, pas vraiment, parce que souvent, les problèmes, les personnes en situation de handicap, en général, ont leur couverture sociale, mais c'est le fait de se déplacer qui est compliqué. Et je ramènerais même ça à la personne âgée. Une personne âgée qui a un périmètre de marche limité, c'est-à-dire qu'au bout de 20 mètres, elle souffre parce qu'elle a des problèmes cardiaques, etc. C'est compliqué d'aller chez le médecin, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, les médecins se déplacent très très peu. C'est compliqué d'aller chez l'ophtalmo. Enfin, c'est difficile. Tout est compliqué, même pour faire les courses. Donc, ça va même au-delà de la santé. Ça fait partie aussi de la santé, de toute façon. Mais ça va même au-delà du fait de se rendre dans un organisme pour sa santé, quoi. Bien sûr. Donc ça reste très compliqué. Alors, il y a des solutions qui existent. Bien heureusement, les municipalités, en général, prennent le problème à bras-le-corps. D'ailleurs, souvent plus dans les petits villages, où la solidarité joue beaucoup plus. Vraiment, dans les villages, il y a toujours un voisin, il y a toujours le maire qui passe, tout le monde connaît le maire. Quand on en arrive à des villes un peu plus grandes en taille, où on dépasse les 10-15 000 habitants, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Concernant les solutions, puisque vous en parliez, est-ce qu'on a quelques solutions qui sont déjà mises en œuvre, qui sont en train de prendre du temps? On parlait du fait que par rapport au numerus clausus, aujourd'hui, il y a un peu plus de place. Les infirmières, il y aura un peu plus de place dans quelques années. Est-ce qu'il y a des choses qui sont comme ça en route dont vous avez vent?
Pour le système de transport, c'est compliqué. C'est ce que disait Philippe pour les associations. Les mairies souvent créent des petites associations pour les gens, pour les aider à se déplacer, mais c'est pas partout. Et c'est vrai que ça reste compliqué. Donc il y a pas vraiment encore pas assez. Pas assez de choses mises en place pour améliorer la situation. Alors moi, il y a quelque chose qui... Bon, je vais pousser un petit coup de gueule, tant pis. Ça me fait un peu bondir. Il y a 20 ans, 30 ans, le facteur, il sonnait, il allait voir le grand-père, la grand-mère, comment ça va, et machin. Voilà. Vous voulez un petit truc, vous voulez des... voilà, ça se faisait comme ça, tout le monde connaissait le facteur. Aujourd'hui, si le facteur, vous voulez qu'il sonne à votre porte pour savoir si ça va, faut payer. On est dans un monde aujourd'hui où il faut payer pour que quelqu'un, moi ça me choque beaucoup. Bon, alors je suis peut-être encore, un peu fleur bleue. Mais ça participe. Mais moi ça aussi, me choque. Je trouve que c'est dommage. En gros, on a de l'argent, on va donner de l'argent et puis comme ça, le facteur va passer de temps en temps dire bonjour. Ben vous avez pas d'argent. On parle de la situation précaire, la précarité de la population. Et ben alors vous restez seul. Voilà la différence. C'est universel. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais je trouve, cette sensation, j'ai l'impression que ça s'amplifie avec le temps. On essaye de trouver des solutions et c'est bien, mais j'ai pas l'impression que ça avance. Cette question du facteur là, c'est aussi le facteur qui arrive chez la personne en situation de handicap ou la personne âgée et qui peut limite lui lire le début du courrier quand celle-ci lui demande. Par exemple. Ouais, alors bon voilà, donc moi c'était mon petit coup de gueule du matin. Non mais c'est vrai que les transports ça reste vraiment un gros souci. Alors c'est vrai qu'il y a les structures d'aide à domicile qui font aussi voilà, mais c'est payant. Mais c'est un coût aussi. C'est payant si on... Donc voilà. Ça revient à ce que vous disiez en début d'émission, c'est que les personnes qui sont touchées par ces problématiques de renoncement à l'accès aux soins sont des personnes parfois précaires, bien sûr, le qui plus sont souvent en difficulté économique. 90%. Ah oui. Là, on peut dire un chiffre. C'est plus de 90% des gens qui sont dans ces situations sont des gens précaires. C'est une évidence. Et les écarts augmentent avec le temps. Et la précarité, alors c'est peut-être parce que je travaille dedans, mais j'ai l'impression que ça augmente. C'est peut-être une impression. Mais il y a de plus en plus en tout cas, en France, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, ça augmente. Ça, c'est un fait. Augmenté. Et donc, ça, c'est des personnes qui rentrent au final dans les statistiques des personnes qui, en tout cas, probablement peuvent rentrer dans les statistiques des personnes qui sont en renoncement. De plus en plus de familles monoparentales aussi. Et on peut aussi parler de la santé mentale. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Là, il y a un document qui est sorti là récemment de l'OMS qui disait que avant le Covid, c'était à peu près 1 milliard de personnes dans détresse psychologique. En moins de 2 ans, c'est 1,250 milliard. 250 millions en plus. C'est énorme. C'est un quart. C'est 25% de plus. Chez des gens que nous avons détectés. Je ne parle pas des gens qu'on ne détecte pas. Du voisin ou de quelqu'un qui va se mettre en retraite parce qu'il va dire, moi je vais pas voir quelqu'un, si on lui conseille d'aller voir quelqu'un parce que, il y a des difficultés, je suis pas fou. La psychiatrie, si on va voir un psychiatre, on n'est pas fou. Enfin, c'est pas parce qu'on va voir un psy, c'est pas parce qu'on va voir un psychologue qu'on est fou. Et ça reste ancré. Et on peut être en bonne santé mentale et aller... sociale et physique. C'est les trois de l'OMS. Là, on a concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, on a abordé le thème de la distance parfois, qui peut être un frein et qui peut participer au renoncement de l'accès à ces droits. La pénurie de médecins qu'on évoquait tout à l'heure aussi, elle pousse à avoir des listes d'attente un peu longue. Est-ce que l'attente aussi, c'est l'un des facteurs que vous prenez en compte dans ces renoncements à l'accès aux soins? Quelqu'un qui se dit, j'ai envie de me soigner, j'appelle le dentiste, il y a 6 mois avant de prendre un rendez-vous, oui, bien sûr, ça peut être du renoncement aux soins. Et puis nous, on essaie de trouver une solution pour eux, en leur conseillant de faire, par exemple, les centres dentaires aussi. Nous,
On a un centre dentaire justement à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc on a la clinique dentaire avec des délais de rendez-vous peut-être moindres que chez un dentiste indépendant. Ce qui en soi est déjà une forme de solution, en tout cas une façon d'aborder la problématique. Et nous, ce qu'on conseille quand on fait nos accompagnements, souvent quand les gens savent pas trop, parce qu'on a ça aussi, ils sont pas bien, mais ils savent pas s'ils ont besoin d'aller voir un ophtalmo, chez le dentiste, parce que ils sont un peu loin du système de santé. Souvent, on les oriente au centre de médecine préventive pour faire un bilan de santé. Comme ça, après, on peut vraiment faire l'accompagnement centré sur les choses déjà qui sont prioritaires, importantes, qui sans délai. Et puis après, donc peaufiner cet accompagnement, mais on peut déjà l'orienter vraiment sur la problématique plus importante en santé. Mais les délais à rallonge n'arrangent pas les choses, c'est évident, c'est clair. Cette question oui. Évidemment, vous téléphonez, vous dites tiens, je vais aller chez le dentiste, vous avez 6 mois d'attente. Vous laissez tomber, vous n'y allez pas. Donc la pénurie de médecins amplifie le phénomène. Bien sûr. On va continuer sur ces questions-là, mais avant on va s'octroyer une petite pause musicale avec quelqu'un qui ne renonce pas, mais qui pourtant dit non, c'est Amel Bent sur RCN 90.7. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau extrait de l'album Soror d'Amel Bent, Camélia Jordana et Vita. Non, je ne veux pas prendre l'air. C'est dommage parce que prendre l'air, ça fait aussi partie de prendre soin de sa santé. Et on est dans la dernière partie d'émission pour parler des renoncements de l'accès aux droits et aux soins avec Dominique Gerst et Philippe Carrier. Dominique Gerst, quelles solutions, quels sont les leviers disponibles pour terminer cette émission? Comment se faire connaître auprès des services? Comment essayer justement d'éviter de renoncer à... Alors bien sûr, moi j'invite les gens à se faire connaître par le biais soit de nos accueils, nos agents d'accueil qui les recevront et qui nous feront eux-mêmes donc le signalement. Ça peut être lors d'un rendez-vous à l'accueil pour leur dossier, donc n'hésitez pas à faire le nécessaire. Ça peut être au 3646 ou ceux qui ont un compte Amélie, nous faire un mail et nous, on sera avisés, on leur répondra et on prendra contact avec eux. Ils peuvent le faire aussi auprès des CCAS. Tous les CCAS, nos partenaires savent comment faire les détections, il n'y a aucun souci. Et puis, moi, je leur conseille de le faire. On n'est pas là pour les juger, bien au contraire, on est là pour les aider. Et c'est ça le plus important. On n'est pas là pour se dire, non. Nous, on est là pour leur faciliter leur accès aux droits et à se soigner, car c'est important. Pour les personnes primo-arrivantes qui sont en cours de régularisation, par exemple, est-ce que ces personnes-là aussi ont accès aux droits? Normalement, oui. Bien sûr, elles sont protégées par le droit international là-dessus. Elles peuvent avoir... Alors, elles peuvent... Alors, nous, la caisse, c'est un peu particulier. Il y a quand même des obligations à avoir. Mais bon, ils peuvent toujours parler, parce que souvent, ils sont suivis par les travailleurs sociaux, Arelia ou l'ARS. Donc, les foyers. Et donc, ils peuvent nous faire des signalements et nous, on peut les aider à acquérir des droits, bien sûr, en fonction de leur situation. Philippe Carrier. Moi j'invite vraiment les personnes qui n'ont pas de sécu et ou pas de mutuelle à vraiment faire les documents nécessaires, à prendre le temps de collationner un petit peu ces documents et d'ouvrir les droits. Pourquoi c'est important? Je le disais tout à l'heure, il y a un accident où il y a les pompiers qui se déplacent, ça a un coût. Ils vous emmènent à l'hôpital, vous êtes hospitalisé, ça a un coût. Je disais tout à l'heure, 800 € par jour. Quand vous mettez après derrière, vous sortez, vous avez une fracture, vous sortez, vous avez les soins, ça a un coût. Vous avez le transport, ça a un coût. Vous avez le kiné, ça a un coût. Alors voilà, c'est vraiment la réalité. On peut vite se retrouver endetté. Alors non, endetté. Alors moi j'avais fait le calcul pour quelqu'un qui avait eu un accident relativement grave avec la sortie du SMUR, les pompiers, enfin la totale. On arrivait très vite à pas loin du million. Waouh, c'est énorme. Ça peut aller très très vite. Vous prenez une journée en réanimation, une journée en réa, c'est 3, 4, voire 5, voire 6 000 € par jour.
Par jour. Alors, mais vous faites déjà 6 000 euros par jour, vous restez 30 jours. 6 x 3, 18. Bim, 180 000. 180 000 euros à votre charge, hein, parce que là, si vous n'avez pas de sécu et droit. Donc c'est ça voilà, il faut vraiment qu'on sensibilise les gens. Dominique le disait très bien, on n'est pas là pour stigmatiser. C'est vraiment, il faut absolument, j'appelle les jeunes, les moins jeunes, il faut vraiment surveiller ses droits. C'est quelquefois on se rend pas compte, on arrive en fin de droit, on se rend pas compte et puis on oublie de faire le renouvellement et on a un accident et paf, c'est trop tard et c'est pas rétroactif. Hein. Il faut être clair là-dessus. Il faut être rassuré au moment de l'accident, parce arrive. que c'est pas rétroactif. Hein. Donc, alors après, on laisse pas évidemment les gens sans soin. On n'est pas comme en France, on n'en est pas là quand même. Mais voilà, il faut vraiment, j'engage les gens à faire le nécessaire. Surtout qu'en France, il y a énormément de dispositifs. Vous avez les assistantes sociales qui sont là pour répondre. Vous avez la caisse primaire d'assurance maladie qui est disponible. Elle est toujours plus disponible. Et ça, je suis bien placé pour en parler parce que je vois bien notre assistante sociale, quoi. Elle a même un mail dédié, ça il faut le savoir, hein, quand une assistante sociale chez nous prend en charge quelqu'un, elle a un mail dédié avec un interlocuteur à la CPAM, c'est toujours la même personne, et alors je peux vous dire que ça facilite sacrément les échanges et l'efficacité. Donc voilà, alors je dis pas qu'on peut pas toujours s'améliorer, on peut toujours s'améliorer, mais en tout cas là le système actuel il tient la route, il faut faire les démarches, il faut pas hésiter, et si entre-temps on n'a plus de droits, pensez aux permanences d'accès aux soins de santé, les passes. On vous est donnez là. l'adresse Alors à l'adresse Toul. c'est rue des Teinturiers 54 200 Toul, c'est la permanence d'accès aux soins et là et sur Nancy elle est sur l'hôpital central. Donc allez les voir, téléphoner, mais en tout cas voilà, on vous laissera pas tomber, il y a toujours des solutions, on en trouve toujours. Eh bien, merci beaucoup Philippe Carrier. Je rappelle que vous êtes infirmier au service de prévention et d'éducation pour la santé à Toul. Merci à vous Dominique Gerst d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission d'accompagnement santé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org